Et bonjour à tous et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde jusqu'à ce que... quelqu'un dise le contraire. Exactement. Et une nouvelle fois, on se retrouve pour parler d'un film nouvellement à l'affiche et d'un album fraîchement sorti dans les bacs. Et cette semaine, nous allons parler de la Vénus électrique de Pierre Salvadori, avant de revenir sur le retour de Drake avec non pas un, non pas deux, mais bien 3 albums. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis avec moi une autre divinité grecque, puisque j'ai avec à mes côtés un Apollon tout à fait manimal. Tom, comment vas-tu ? Il n'y a plus rien là. Ça va, je suis malade, donc je vais tousser et essayer de pas renifler. Oui, s'il te plaît, ouais. Et en plus, le son est dégueulasse parce que... Mais je suis malade, donc on va voir. On a notre matériel sonore qui ne répond plus, on ne sait plus pourquoi. Ouais, Bon, bref. Bon, bref, voilà. Donc ça se trouve, c'est le pire épisode de la saison. Voilà, peut-être, on verra. En tout cas, avant de commencer les festivités, si vous voulez nous aider à grandir et pourquoi pas, Inch'Allah, nous aider à avoir... C'est le mot festivité qui t'a fait rigoler ? Non. Ah d'accord. Non, nous aider à juste avoir un meilleur matériel sonore un jour. N'hésitez pas à liker ce podcast. C'est con parce qu'il est pas si mauvais à la base. Hein. Non, il est pas si mauvais, mais bon, bah écoutez, on l'a prêté une fois et maintenant il veut plus nous écouter, voilà. Ouais, et donc du coup, je disais avant de perdre le fil, vous pouvez liker ce podcast sur YouTube, vous pouvez également mettre un petit commentaire, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod, on est sur Instagram et TikTok. Et vous pouvez également vous abonner sur les plateformes de streaming, mettre des petits commentaires, noter le podcast 5 étoiles si vous le pouvez sur Spotify ou Apple Podcast. Et enfin, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous à vos amis qui sont fans de musique et de cinéma, leur dire que ce rendez-vous existe, qu'il est gratuit et qu'il est super. Donc du coup, le film de cette semaine, c'est La Vénus électrique, réalisé par Pierre Salvadori, qui a également signé en 2018 le très remarqué En Liberté. Et avec ce nouveau long métrage, il rejoint la prestigieuse liste des films qui ont eu l'honneur d'ouvrir le Festival de Cannes, rien que ça. Au casting de cette comédie romantique, on retrouve du très beau monde comme Anaïs de Moustier, Vima Laponce, Pio Marmaille ou bien encore Gilles Lelouch. Et niveau scénario, on retrouve Robin Campillo qui a réalisé 120 battements par minute et participé à l'écriture du film Entre les murs, Palme d'Or en 2008, Benoît Graffine, un habitué des films de Salvadori, et Benjamin Charby, tout cela sur une idée originale de la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Et de quoi ça parle, La Vénus électrique ? Eh bien, c'est l'histoire de Suzanne, une jeune femme qui travaille dans un freak show dans le Paris des années folles, dans une attraction pour le moins électrisante. Pour quelques francs, elle offre à des hommes un baiser dont ils se souviendront toute leur vie, coup de jus en prime. Mais un soir, alors qu'elle est en train de fouiner dans la roulotte de la voyante de la foire, elle va faire la rencontre d'Antoine, un veuf inconsolable et alcoolique. Ce dernier, pensant que Suzanne est médium, va lui demander de la mettre en contact avec son épouse décédée, une certaine Irène. Motivée par des billets de 10 francs très faciles à obtenir, Suzanne va donc se mettre à se faire passer pour une voyante et enchaîner les séances avec un Antoine qui a le profil tout à fait parfait du pigeon à arnaquer. Tout cela est d'autant plus facile qu'elle peut compter sur l'aide d'Armand, un marchand de tableaux qui souhaite remettre Antoine sur les rails afin que ce dernier puisse peindre et reprendre goût à la vie. Grâce à ses conseils, anecdotes mais aussi aux histoires qu'elle découvre dans les journaux intimes de l'ex-femme d'Antoine, Suzanne n'a aucun mal à entretenir la supercherie. Toutefois, il se passe quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle tombe amoureuse d'Antoine, dévorée par des sentiments aussi puissants que la culpabilité qui la ronge un peu plus après chaque séance. Faut pas que tu fasses de souffle ou de bruit de bouche du coup, vu qu'on a le même truc, c'est terrible ce qui se passe. Ah ouais. Oui, bah on est désolé. Le son de cet épisode sera infâme et je n'ai absolument pas le temps de faire du montage, donc have fun. Bon, tout ça pour dire, est-ce que l'amour arrivera à survivre sur les ruines du mensonge et de la manipulation ? C'est en gros de quoi va parler La Vénus électrique sur à peu près 2 heures, film donc on a dit qu'il y a eu l'honneur d'ouvrir le festival de Cannes cette année. Et maintenant je me tourne vers toi Tom, qu'as-tu donc pensé de cette nouvelle comédie romantique signée Pierre Salvadori ? Bien, comme je l'ai dit dès qu'on a fini la séance la dernière fois, c'est que ça fait du bien de voir des comédies comme ça dans le parterre des comédies françaises. Parce que bon, vous savez à quel point j'adore les comédies, vous savez à quel point j'aime chier aussi dessus parce qu'il y a quand même des grosses merdes. Non, c'était vraiment bien. Un bon film d'ouverture, je pense, en mode ça met dans l'ambiance, genre ça met de bonne ambiance. Toujours très drôle de se dire que du coup, lors du film d'ouverture, il y a quand même des personnes dans la salle qui sont... Oui, il y a Park Chan-wook qui a vu le Pio Marmaille. Notamment, voilà. tu vois, genre... Enfin, il y avait Jane Fonda qui est dans la salle et tout. Genre, je suis en mode... Chaque fois, j'ai ce petit truc de... Est-ce que Jane Fonda, tu penses, elle a été draguée Pio Marmaille ou Gilles Lelouch après en mode very sexy Frenchman? Je pense. Mais du coup, à chaque fois, j'ai ce truc de... Putain, c'est toujours très bizarre le film d'ouverture. Cette année, ça va parce que c'est une comédie. L'année dernière, bref, voilà. C'était une comédie aussi. Ouais, mais pas bien.
en tout cas, la réception critique est à peu près la même sur Letterboxd. Les deux films ont quasi la même note. Hein, Ah ouais. Oui. Ok. Donc, Il y en avait un où ça chantait, l'autre non. Mais bref, donc du coup, très bon moment. Le quatuor d'acteurs est vraiment super. Il y en a pas en dessous de l'autre, un au-dessus de l'autre. Ils sont tous très très bons. Le casting a bien été réussi. Ça fait du bien de voir Gilles Lelouch dans des comédies aussi. Parce que, ces films où il se prend trop au sérieux, là. Il a un excellent timing comique. Qu'est-ce qu'il est. Mais même son faciès. Ouais. Tu sais, ce truc de. Juste avec sa tête, il va te faire des vannes. Moi je dirais que le problème c'est pas ça fait du bien de voir Gilles Lelouch qui se prend pas au sérieux, c'est juste ça fait bien de voir Gilles Lelouch qui est pas avec Jiménez quoi. Étonnant. Voilà, Étonnant. Qui fait des bons films de daube. Étonnant. Et de droite aussi. Hein. Oui, Pio Marmaille, lui dans la comédie on le connaît, il est super. En plus ils avaient déjà participé ensemble avec Salvadori donc tu vois, ils se connaissent. Voilà. Oui, et je trouve qu'il est extrêmement bien casté pour le personnage qu'il joue. Il a la bonne dégaine du peintre alcoolique endeuillé. Moi, Vima Laponce, je suis tellement heureux de l'avoir parce que j'adore cette actrice. Donc vraiment, le casting est super. L'histoire est bien. Moi, j'ai eu une petite déception à la fin. On en a vite fait un peu parler. Ouais, on en parlera après. Mais bon, voilà, c'est juste parce qu'il y a un côté feel good que moi, j'estimais qu'il servait à rien. Mais je comprends parce que c'est une comédie, tout ça. En termes de réal, ouais, c'est bien, c'est joli, ça se regarde. Ça casse pas trop pattes un canard, mais c'est vraiment un bon moment, un très bon moment. Et je pense qu'il va faire sa petite route là dans les comédies françaises. Ouais, je crois qu'il a plutôt bien démarré. Bah, du coup, petit boost parce que t'es le film d'ouverture de Cannes. Ça et aide. en plus, tu vois, bonne presse, bonne critique. Puis il y a tout le monde qui a il a l'air quand même des content. acteurs qui ont le vent en poupe. Tout à fait, ouais. Donc ça aide. Ouais, il y a Anaïs de Moustier qui est quand même en train de devenir un peu une figure du cinéma De ouf. français. De ouf. Pio Marmaille aussi. Vima Laponce, elle a gagné un César cette année. Enfin, elle a gagné un César. Le Oui, film dans c'est lequel elle vrai. est a gagné un César. C'est vrai. Elle a signé plusieurs films l'an dernier, donc ouais, effectivement, il y a un truc. Puis bon, Lelouch, tête d'affiche du cinéma, on peut le dire. Oui, et puis même, tu sais, t'as le truc de Pio Marmaille qui ramène des gens qui allaient pas forcément au cinéma parce il est connu aussi pour son côté, en mode il est drôle en dehors du cinéma, tu vois. Oui, c'est ça, c'est une personnalité. Ouais. C'est Après, Pio Marmaille, il a fait des blockbusters ces derniers Ah non, temps, mais bien hein. sûr, attention. Il a fait Les Trois Mousquetaires, Oui, tout mais ça, bien sûr. voilà. Mais c'est juste, je parle du fait que, tu sais, c'est quand même, il a une personnalité Oui. en dehors du cinéma, tu vois. Tout à fait. Donc ça aide. Je pense que vraiment le casting est très bien réussi si tu veux que ton film fonctionne, en tout cas. Et Ok, toi, ok. du coup, Eh bien, pareil, j'ai plutôt bien aimé. Je m'attendais à. on s'est gossé. Ouais, on s'est gossé. J'ai beaucoup rigolé. Je m'attendais vraiment à pas grand chose parce que je me suis dit, waouh, film d'époque et tout, ça peut être très casse-gueule. Et je tiens à dire que sur le côté film d'époque, le film est assez chouette parce que il a ce truc où tu tombes pas dans un écueil d'hyper caricaturer les années folles et tout. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à un truc en me disant, ouais, ça va être Minuit à Paris de Woody Allen version freak show, tu vois. Moi, avec Gilles Lelouch, j'avais peur en plus. Un peu Ouais, de tu ça. sais, en mode oh là là, on croise Dali, on croise Bidule. Quand il y a eu le côté peintre, tu vois, j'ai lu dans le scénario, j'étais en mode ah, ça va être trop bizarre et tout. Et je le sentais pas. Et en fait, ouais, le film est assez discret sur le côté je suis assez historique. d'accord. Enfin voilà, c'est juste en mode voilà, ça prend scène à cette époque-là. Tu vois un peu un freak show, quelques rues de Ça Paris. justifie pas l'histoire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas le propos. C'est accessoire. L'histoire aurait pu exister à plein d'autres époques. Disons que tu peux. Sauf qu'il aurait pas été peintre, ça aurait été un métier plus moderne. Oui, ou comme oui, ça, tu mais... peux remplacer le contexte par autre chose, ça change rien. En fait, c'est juste une histoire qui est déclinable. C'est juste, voilà, il a choisi ça comme écrin. En fait, pour je son trouve histoire. que le côté accessoire de l'époque est quand même bien pour le côté roots qu'il y a dans le film à certains moments, Ouais, qui joue bien avec cette époque. Mais c'est vrai que c'est totalement interchangeable. tout à fait. Niveau réalisation, je trouvais que c'était vraiment pas mal pour le coup. Moi, il y a plein de scènes où j'étais assez subjugué par quelques transitions et tout. La course-poursuite dans Paris, quand Gilles Lelouch poursuit Anaïs de Moustier à un moment, Oui, c'est vrai. je la trouve super. Je trouve qu'il a des super idées de mise en scène. Il exploite plutôt bien cette idée un peu de freak show. Même cette idée. Moi, le truc dans lequel je trouve qu'il est le meilleur, c'est au niveau du scénario. En fait, il arrive à très bien juxtaposer plusieurs couches de récit. Parce qu'en fait, on a le récit dans le présent, c'est-à-dire Anaïs de Moustier avec Pio Marmaille qui ont leur relation. Et on a un récit dans le passé où Anaïs de Moustier lit les écrits de l'épouse, enfin en tout cas la femme décédée de Pio Marmaille. Et ça, c'est vraiment pas mal comment ils arrivent à enchevêtrer à peu près le tout en sachant que dans le film, tu as aussi plusieurs récits qui sont croisés, avec, vu que c'est quand même une histoire sur le mensonge, où il y en a un qui ment, enfin une qui ment, une autre personne qui ment, enfin tout le monde ment à Pio Marmaille se ment à lui-même. Oui, Ouais, mais c'est quand même la belle victime du film. hein. Tout à fait. Et on en parlera après de la fin. Mais oui, je trouve qu'il arrive vraiment à conjuguer avec beaucoup d'astuces toutes ces couches qui pourraient être très compliquées et pas très digestes. Ça fait pas décousu, c'est vrai. C'est ça. Et il arrive à rendre ça assez léger, alors qu'en fait, quand il pense,
c'est presque un peu lourd de se dire ouais, alors déjà il y a plein de mensonges, puis en plus il y a un mensonge dans l'histoire, dans le passé qui revient voilà. dans le présent, Ouais, c'est machin. vraiment une grosse histoire de mensonges. Moi qui est un truc qui me saoule un peu dans le cinéma en règle générale, et ça on peut en parler, moi tu vois je l'ai senti venir, et c'est mon gros point négatif du film, c'est que je fais partie de ces gens qui détestent les histoires de menteurs arrosés en mode tu sais, tu passes un moment mais tu sais que tout est sur un mensonge, et qu'à un moment dans le film les personnages vont dire oh tu m'as menti, Oui. je suis blessé, et en fait Ouais, genre, je suis assez d'accord. tu l'as vu 40-50 fois, c'est un écueil des comédies romantiques, tu vois, et c'est vraiment relou. Et là en plus bah Oui, c'est... au pire, juste, il apprend jamais le mensonge et c'est pas grave. Moi, Alors ça je sais pas ça. mais moi, j'aimerais trop. Mais ça, je me le suis dit pendant le film. J'aimerais trop des fois, Oui. genre. Mais ça existe seulement ce genre sur de ça. film hein. Mais genre, tu sais, où en fait, le dénouement ne règle pas le problème. Genre en mode, la meuf, ça restera une connasse qui lui a menti toute la vie. Lui, il restera un mec trompé toute sa vie. Ouais, c'est pas une connasse dans le Oui, non, film, mais tu vois ce que je veux Ouais. dire. Et donc, du coup, bah, ça se finit comme ça. Dans la vraie vie, ça arrive. Hein. Oui, ça peut. Mais Mais oui, enfin, c'est du vrai coup, qu'il faut que ça marche pour tout le monde. ouais, c'est un écueil quoi. Après, tu l'as dit, à la fin du film, ben, ce qui se passe en gros, c'est que Pio Marmaille et Anaïs de Moutier tombent amoureux. Il y a un quiproquo. L'une pense l'autre n'est pas Qui est amoureux. très drôle. Voilà, Ça- bon ça bref, marche en bien, gros, c'est sympa. ils s'aiment tous les deux. Puis au moment où tu te dis ah ils vont enfin s'aimer. Il y en a un, tu penses qu'il se suicide, mais en fait c'est un faux suicide. Elle veut se suicider aussi, mais en fait elle ressuscite. Enfin, tu vois, t'es en mode. C'est trop, tu vois. La fin, elle est trop, la je suis fin est d'accord. trop. Et puis ce truc de vraiment mentor arrosé, je t'aime, je te déteste. Enfin, c'est lourd, c'est pas super bien fait. Je trouve que les 15 dernières minutes, ouais, c'est. Mais après, c'est toujours le problème quand effectivement ton histoire repose sur un quiproquo et du mensonge. C'est que moralement, t'es quand même obligé de revenir là-dessus et de dire que oui, mentir c'est mal, Oui. qu'on peut pas manipuler les gens. Bah, surtout comment va le film dedans, parce Mm. que le film il plonge à Mais le film est quand 100% même dedans. assez complaisant avec ce mensonge parce que Ah quand bah, même la putain, fin oui. c'est je t'ai menti plusieurs mois, je t'ai fait croire que je faisais ressusciter ma femme, enfin ta femme, j'ai épié dans ton journal intime, mais ça il le sait pas en fait. Mais oui. Ton meilleur ami a menti Parce qu'il voulait que vendre tes tableaux, parce Ouais. que en fait, bah, t'es son gagne-pain. et lui à la fin il est en mode c'est fine. Il est en mode, bon, ok les gars, bon, Pourquoi allez. pas, moi je suis pas rancunier. Il est vraiment pas rancunier. Ouais, en vrai, je suis un peu d'accord. C'est pour ça que la fin, j'avais ce truc un peu Ouais. décevant. Et le feel-good movie de la fin, je suis en mode, bon. Après tu l'achètes parce que le film est quand même globalement assez drôle et léger et donc Ouais, du coup- mais justement, mets-moi une claque dans la gueule pour la fin. Là. Non, ça par contre, enfin, moi j'aime pas trop faire le truc en mode ce que les films auraient dû être, ou parce que tu sais, on n'est ça pas là veut pour faire rien- des ça veut- de toute façon, fanfictions. ça veut rien dire. Enfin, Oui, et c'est- puis sinon on finit ça a par pas faire de sens. matérialiste et dire elle aurait dû finir avec, avec Pedro Pascal, et en fait juste t'es un bébé cadoum qui comprend pas que le cinéma c'est pas ce que tu veux. Mais Oui, non, mais bien si sûr. ça avait été une haine en mode il se suicide, tragique elle aussi, à la Roméo et Juliette et tout, j'aurais trouvé ça infâme et super edgy. Genre j'ai pas 15 ans, tu vois. Non, mais pas que elle se suicide, que lui soit vraiment Mais foutu même, en il l'air. y a une rupture de ton par rapport à ce qu'on t'a montré dans le film, ça aurait été incohérent en fait. Ah, je sais pas. Bon, après, oui, on n'est pas là pour parler de ça. Et puis globalement, enfin, c'est super edgy de faire ça. Oh là là. C'est convenu. Bah si, c'est edgy. C'est edgy, mais Bah c'est zéro. edgy, Genre. c'est cringe quoi. Genre, oh là là, bah du coup, suicide, c'est gratuit. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Bah, il se fait quand même trahir de ouf. Hein. Oui, enfin ça va, sa vie, c'est pas de la merde non plus. Il est riche, il vend des tableaux. Ah, donc t'es en train de dire que l'argent fait le bonheur, Non, Jonathan c'est pas ça. C'est que ça je que dis. t'es en train de Non, dire c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que, Je suis d'accord. ok, il s'est fait. Non, mais ok, il s'est fait mentir, mais sa vie, elle est globalement pas nulle. Et en plus, il comprend après. Oui, non, mais. Qu'en oui. fait les gens voulaient son bien, et c'est juste que il était tellement plus bactère, ils se sont dit bon, Ouais, on ouais, peut ouais. pas. Allez, tu m'as convaincu. Allez, je te la Ouais. laisse. Ah, tu me la laisses. Allez, je te la Ah, laisse. ok, ok. Mais oui, c'est un peu le problème du film, au-delà du fait que tu vois, c'est peut-être, enfin ça rallonge le truc de manière assez longue. Mais sinon, tu vois, il y a un truc dont on doit parler, c'est que vraiment c'est super généreux en vannes, tu vois. Ah, putain, oui. Il y a énormément de Et blagues. de très bonnes vannes. Oui, tout Parce à fait. que moi, c'est un peu le souci que j'ai dans les comédies françaises, plus que comédies américaines. C'est que comédie française, t'as souvent, genre, allez, 50 vannes, et t'en as 20 à garder qui sont vraiment excellentes. Et après, t'as beaucoup de vannes faciles, attrape-tout, tu vois. Ouais, ouais. Là, je trouve qu'il y a vraiment de la bonne vanne bien écrite. Et que les vannes attrape-tout, il y en a beaucoup moins. Il y en a une dizaine qui sont. Je suis en mode, bon, celle-là, elle est sympa, mais c'est pour faire rire le grand public, tu vois. et après, il y a vraiment des trucs très très bien écrits. Genre, moi, on l'a dit, Gilles Lelouch. Là quoi? Gilles Lelouch, il a certaines phrases dans le film. Oui, et il y a même des répliques, le film certains est... non-verbales. Il y a une certaine gouaille dans le film Oui. d'époque. Oui, Ça, oui. c'est un truc qui est sympa, c'est que du coup, ouais, t'es dans les années folles et il y a une gouaille, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Qui est
Par contre, il y a un truc, tu vois, moi j'adore Anaïs de Moustier. Je trouve que c'est une actrice formidable et tout, très charmante, voilà, faut le dire. Mais elle est très forte dans tout ce qui est comédie. Mais là, je l'ai trouvé qu'elle dénotait un peu. Parfois, j'avais l'impression qu'elle sortait de l'époque. Des fois, je me Je disais, sais pas. on aurait dit un peu une personnification, tu vois, du spectateur. En mode, tu sais, comme elle vit son époque, mais elle en est un peu victime. Elle lit les souvenirs. En fait, j'ai plus l'impression de voir un spectateur dans sa propre histoire qu'un vrai personnage. Ça m'a pas choqué. Le personnage me semblait moins vrai et réel que celui de Vima Laponce ou celui de, tu vois, de Pio Marmaille ou celui de Gilles Lelouch, quoi. J'ai pas ressenti ça. Ok. Mais après, c'est peut-être aussi que déjà son personnage dans l'histoire dénote parce que tu vois, Vima Laponce, elle a ce truc route, mais c'est une artiste. Gilles Lelouch, c'est c'est pas que... une artiste, Vima Laponce. Oui, mais si, elle a ce truc d'artiste. C'est une bohème, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et Gilles Lelouch, lui, c'est quelqu'un qui est déjà riche. Pio Marmaille, il a ce truc d'artiste. Et elle, Ouais. en fait, elle s'est fait vendre à un freak show quand elle était petite. Donc, Ça, c'est terrible. ah bah, oui. Mais peut-être qu'en fait, du coup, il y a un truc un peu incohérent où elle est censée être l'esclave d'un mec, mais en même temps, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Elle fait peut-être un peu trop. Tu vois, quand elle marche dans les rues de Paris, elle fait giga girl boss, alors que je suis en mode. Ça, je suis un peu d'accord. Globalement, elle doit dénoter. C'est comme une meuf, elle vit à la foire du trône, dans une roulotte. Ouais. Et là, on dirait une petite bobo qui se promène dans le 18ème. C'est vrai tu vois. que des fois, je me disais qu'elle faisait pas assez crassouille. Voilà. Ouais, mais il y a un peu de ça, les mots sont ouais. dits. Elle Bah, faisait pas assez crassouille. Tu vois, moi, la semaine dernière, j'ai revu Elephant Man, donc de Ah David bah, il Lynch. fait crassouille. Hein. Voilà, il y a notamment un moment où ils sont dans un freak show qui est, je crois, à Paris, vers la fin du film. Oui. C'est crassouille. C'est à Paris C'est dégueulasse. Putain, ça fait longtemps que Ils j'ai parlent pas vu. français, je crois, dedans. Ok. Ils disent qu'ils vont dans le continent, mais je crois que c'est à Paris. Et ouais, c'est infâme, quoi. Ah bah, Et oui. tu vois, c'était plus ça la réalité de l'époque des freak shows. C'est vrai qu'en plus, pour le coup, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, les freak shows. Ça faisait plus Cirque Pinder, là. Ouais. Ou autre excellent film de freak show, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, Oh oui, oh putain, oui. qui est excellent. Et ça, c'est crassouille. Hein. Mais pour le coup, qui est très crassouille Mais et qui bon, est vraiment en dans même le temps- del Toro pur. Oui. Ouais. Mais de toute façon, les freak shows, c'est crassouille à la base. Et c'est vrai que c'est un freak show un peu stylé, un peu mignon. un freak show de la bourgeoisie. de la bourgeoisie parisienne. Ouais, quoi, c'est un peu voilà. ça. Ouais. Oui, je suis d'accord. Le côté freak show est pas assez. Et c'est peut-être là-dedans assez dégueu. bah après tu veux pas faire un truc crasseux pour une comédie, mais ce que je veux dire c'est que des fois ouais le personnage d'Anaïs Desmoustiers vraiment dénoté par rapport au reste, parce que tu vois moi je l'achète le loup, je l'achète le marmaille, la ponce, mais elle pas tant, tu vois. Après, en Alors que vrai... la meuf dans la roulotte, sa meilleure pote, elle fait meuf de freak show, tu vois. Oui, mais après, en vrai, le côté freak show est pas trop montré. C'est plus... Enfin, c'est pas des freaks, Oui. les gens. C'est Oui. plus juste des gens du cirque et avec des stratagèmes pour niquer les gens, tu vois. Ouais. C'est pas un freak show. Bah, Donc c'est peut-être ça ouais, aussi. ouais, après C'est le- plus un cirque qu'un freak show. Ouais, après le truc d'avoir mis ce personnage dans la Vénus électrique, c'est juste, enfin, d'avoir fait ce personnage de la Vénus électrique qui se fait embrasser par des hommes et qui prend des coups de jus et tout et qui donne des baisers électriques, c'est juste pour dire, elle se fait embrasser toute la journée, elle ne ressent rien face à Oui, les oui. hommes, et quand Pio Marmaille l'embrasse, elle ressent quelque chose, quoi. D'ailleurs, C'est juste pour faire ce décalage, quoi. pendant tout le film, j'étais trop en mode, je veux trop essayer ça. Ah ouais? Mais le truc d'embrasser tout, ça, je m'en branle. C'est juste la sensation que ça doit faire. Ça va être horrible. Je pense. Tu t'es déjà, tu sais, quand à l'école, les Et mecs. j'ai déjà mis les doigts dans une prise. Ok, parce que Donc, j'allais dire, tu sais, les mecs qui te disent tu veux un chewing-gum et... Ah oui. Ah non, moi j'ai déjà mis les doigts dans une prise. Et alors? Verdict? Bah tu prends une agate dans la gueule. Du coup, ça explique tes goûts cinéma. J'ai pas la ref, mais ok. Non, mais juste en mode le mec est fou, quoi. Ah oui. Ah non, mais tu prends un coup quoi. Tu prends un petit coup, quoi. Alors, est-ce qu'on va pas se lire des petites notes de nos confrères critiques cinéma, évidemment? Donc, on est sur une moyenne presque à 3,9 et une moyenne spectateur qui est à 4 sur Allociné. Oh, Donc, le film putain. est extrêmement apprécié. Moi, j'ai écouté plusieurs vidéos de personnes qui l'ont vu à Cannes et tout, et Moi, qui j'ai- ont beaucoup aimé. Voilà. Mais même dans la salle, nous, à la fin, tu sentais que Oui. tout le monde avait passé vraiment un excellent moment. Hein. Ah, mais j'ai passé un bon moment, c'est juste qu'après, au demeurant, je suis pas crédule. Enfin, moi, je suis moins enthousiaste que beaucoup de critiques sur ce que j'ai vu, notamment parce que je trouve que le film a quelques défauts. Je sais Mais plus combien je lui ai mis. Je crois que j'ai dû lui mettre 3,5. ouais, bon, après, on le rappelle, hein, une note, c'est un ressenti, ça veut pas forcément dire. Ah ce qu'on non, pense. ça veut tout dire. Mon avis est le principal. Ah ouais. Non, mais ce que je veux dire, il y a des films, moi, que je note 4,5 et que je reverrai jamais de ma vie, alors qu'il y a des films que Je je suis note assez 3, d'accord, que j'adore et que je reverrai plein de fois. Ouais, je suis ouais. assez d'accord. Alors, Criticat ont mis 2 sur 5. Putain, mais les Criticat, vraiment, leur blague, je vous en supplie, Ouais, changer quoi. Ils font partie des seuls à être un peu récalcitrants. Ils ont mis dommage que la dynamique au cœur du film se dilapide dans un horizon essentiellement scénaristique. La vie est un roman et le cinéma de Salvadori, derrière ses aspirations visuelles, tient davantage de la littérature. Et moi, je suis extrêmement peu d'accord avec ce truc parce qu'en gros, Je comprends même pas leur critique. Bon, en gros, ce qu'ils disent, c'est que globalement,
ce qu'il fait, c'est trop romanesque, tu vois. Oui, C'est- ça, oui, mais non. en, Enfin, en mode, ça aurait été un meilleur roman qu'un film, alors que je trouve que son film, contrairement à beaucoup de comédies romantiques ou comédies françaises, utilise le cinéma pour montrer des trucs de cinéma, tu vois. oui, Il en y a plus. des vraies scènes de ciné, de ce que la caméra te montre, te montre pas, il y a des trucs super. Et comme on l'a dit, enfin, en plus, je sais pourquoi ils disent le côté romanesque. C'est par rapport au côté journal intime Oui, probablement. qu'elle narre, tu vois. Mm. En fait, je trouve que c'est un peu bas d'esprit de le diminuer qu'à ça. Alors que, Mais je suis d'accord. justement, je trouve que l'exercice a bien été fait. Ouais, je suis Donc, je trouve ça un peu Tout- réducteur. tout à fait d'accord. Télé 7 jours, qui ont mis 4 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'ils nous dit Télé 7 jours? Ils nous disent que piochant dans la souffrance, l'imposture ludique et le mensonge altruiste, le réalisateur trouve matière à une nouvelle comédie sentimentale où c'est son attachante signature, la pure fantaisie, le dispute toujours avec avec légèreté et la gravité. Alors moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer quand j'ai lu cette critique, c'est le côté imposture ludique, mensonge altruiste. Je sais pas si ils ont toutes les bonnes intentions du monde au début. Zéro même. Parce qu'au début, on rappelle le C'est personnage que pécunier, hein, le début. Hein. Ah, le début de Mousty, elle y va en mode. Elle est pas amoureuse de Pio Marmaille au Ah non, début. non, elle est amoureuse des billets. Des billets. Ouais, des billets de 10, 20 francs. Et, et on peut se demander si le personnage de Lelouch, il est quand même pas altruiste dans le sens où il veut que son pote aille mieux. Mais avant que son pote aille mieux, il veut que son pote peigne, quoi. Bah d'ailleurs, il y a une scène très drôle où il est en mode ouais, vous devez arrêter de faire ça et tout. Et d'ailleurs, Et là, il fait demi-tour en mode mais attends, il mais il peint. y a quand même un truc, faut le dire. Hein. Lelouch, il se fait quand même la femme de Pio Marmaille. Et à la fin, Pio Marmaille s'en bat les couilles. Hein. Ouais. Et quand il le découvre, il est en mode. En même temps, il est en mode Shibari quand il le découvre, il a pas trop le temps, mais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça lui fait pas un choc Oui, tant que ça, quoi. ouais. On dirait. Enfin, après, bon, l'histoire, c'est de dire que plus ou moins ils se sont aimés, mais pas tant aimés, voilà. Oui. Que c'était plus une relation de Enfin, c'est ce que montre. De muse et d'artiste, quoi. Un peu. Bah, plus que muse, conseillère. Ouais, Parce oui, qu'en fait, alors oui, en c'est vrai, vrai. il a c'est besoin vrai. d'elle pour Ouais, peindre, mais en c'est fait, vrai. oui, c'est un peu le but du film, c'est de montrer que finalement, ils étaient pas si amoureux les uns des autres. Enfin, c'était pas un amour conventionnel. Mais bon, moi, ça m'a fait un peu tiquer. Je me suis dit quand même, je sais pas, fais autre chose. Il met juste un coup de pied, un coup de poing à Ouais. Gilles Lelouch. Ce qui est pas une super réaction d'ailleurs, on va le dire. Voilà. Bon, le point, ils ont mis 4 sur 5. Ils ont mis ce 11e film de l'humble artisan Pierre Salvadori, séduit par ses plaisirs simples. Une image colorée, des dialogues souvent drôles et touchants, une mise en scène ludique et la belle reconstitution d'un Paname bouillonnant d'une joie éphémère durant l'entre-deux-guerres. Alors, joie éphémère, je ne sais pas. Non, parce que le film montre pas ça. Par contre, le côté coloré, putain, oui. Le film, il est vraiment Oui, le film a de la color. extrêmement coloré. Et à une époque où tous les films sont gris, Oui. le film, c'est vrai que tu prends une claque de putain, c'est. Après, c'est souvent C'est pétant, quoi. C'est souvent ce qui se passe dans le film d'époque, c'est souvent un peu gris. Après, tu vois, moi je pense à des films que je trouve extrêmement laids, genre The Greatest Showman, je trouve ça d'une laideur plastique. C'est pas beau. Voilà. C'est très faux, The Greatest Showman. Ouais. Ouais. C'est vraiment pas Et beau. pourtant, j'aime beaucoup, hein, mais je suis d'accord. Ouais, En fait, The Greatest Showman, c'est beau un peu dans les personnages et dans les costumes et tout, mais pendant l'esthétique globale, oui, c'est d'une pas laideur. très joli. Là, le film, je sais. ouais, vraiment, il est joli, il a un truc sympa. Mais vraiment, c'est vrai que putain, oui, le côté coloré, il y a vraiment ce truc de. On dirait que c'est un film début des années 2000 où tu sais, ça pétait de couleurs dans tous les sens. Donc ça fait du bien de voir ça aussi. Ouais. Et on va finir par une gamberge signée Les Cahiers du Cinoche. Alors attention, ça gamberge. Ah, mais du coup, j'ai vu que ce que j'avais dit, c'était de ce dont on avait parlé après Ouais. le film, c'était eux en fait. Ouais, c'était eux ouais, qui et, sont je suis totalement d'accord avec Les eux. Cahiers du cinéma sur les Letterboxd, suivez-les, évidemment. Alors, chez Pierre Salvadori, la fiction n'a jamais cessé d'être mise en abîme à travers une somme de mensonges, de rendez-vous arrangés, de masques. Toutes ces drôles d'histoires, ces histoires incroyables, ont depuis le début témoigné d'une même conviction, ferme dans sa mélancolie. La croyance en l'illusion de l'amour vaut bien la réalité au moins pour un temps. Elle est un don fait à l'autre, à l'ami, au spectateur. Eh, Gamberge. vas-y, allez vous faire foutre. Je vous aime bien, allez vous faire foutre. Non, mais alors pour le coup, en vrai, si, oui. Je Oui. suis d'accord avec eux. J'ai juste dit que j'aimais bien le film, donc je suis d'accord. Non, mais, non, mais bon, moi là où je suis d'accord avec eux, mais ils en parlent pas dans la critique dans celle-là, et on en a parlé, c'est ce côté, putain, ils sont pas tombés dans le cliché de Paris, enfin des Oui. films qui représentent Paris, enfin qui représentent la France de l'époque, Mm. et qui sont c'est barbant. C'est en mode ma France, mon pâté, mon saucisson. Ouais, ou quand font des caisses, bah, je pense, tu vois, cette année, bon, j'ai adoré ce film, hein, mais Les Rayons et les Ombres de Xavier Giannoli, il y avait quand même un truc très excessif de film d'époque, Ouais, de voilà. reconstitution. Que là, ça tombe pas du tout dedans. Voire même des fois, c'est un Paris moderne Oui. de l'époque, tu vois. En fait, quand je regarde La Vénus électrique, je me dis le film a pas dû coûter si cher parce qu'en fait, ils en font pas tant des caisses, quoi. Il y a un terrain vague qui a été transformé en foire, C'est vrai, attends, putain, mais il y a un fond c'est vert, tout il le y a temps dans la même maison, c'est dans un même quartier de Paris. la roulotte.
Ça aurait dû coûter plus cher en costume qu'en décor, probablement. Ouais, et même en costume, hein. Oui, non, mais je pense pas que c'est un film. Je pense que c'est le salaire de Gilles Lelouch qui a dû coûter le plus cher Ouais. sur le film. Probablement. Enfin, je pense que Marmaille est pas donné aujourd'hui aussi. Oui, mais je pense que Gilles Lelouch, bon. Ouais, après, c'est toujours ça, ce truc dans le cinéma. Hein. Là, une personne qui peut faire beaucoup avec moins, Oui. C'est super parce qu'une personne qui fait beaucoup pourra pas forcément faire autant avec moins. Tu vois ce que je Gamberge. veux dire Gamberge. C'est une réflexion signée Robert Bresson. Voilà, bon. Non, mais pour le coup, c'est vrai. Hein. C'est totalement vrai. Et Ouais. puis, il y a plein de cinéastes qui l'ont prouvé, et notamment celui qui a eu la Palme d'Or d'honneur. Hein. Parce que du coup, par rapport à Peter Jackson, en mode, c'est pas parce que t'as pas beaucoup d'argent que tu feras pas des chefs-d'œuvre. Hein. Tout à fait. Et quand on lui a donné beaucoup, il a fait quelque chose d'incroyable. Oui, bon, en plus, lui il Non, a prouvé il- sur tous les points. Ce que je veux dire, c'est avec vraiment pas grand chose, il a fait des films super. C'est Et ça. en lui donnant beaucoup, il a fait probablement le meilleur blockbuster de l'histoire du cinéma, donc Oui. qui est Le Seigneur des Anneaux. Bah, le GOAT. Hein. Ouais, voilà, le GOAT. Bon, en tout cas, c'était notre avis sur La Vénus électrique, donc le nouveau film de Pierre Salvadori qui a eu l'honneur d'ouvrir le festival de Cannes. On vous invite bien évidemment à aller le découvrir en salle pour vous faire votre propre avis. Et avant d'enchaîner la partie musicale, j'ai un petit jeu pour Tom. Attends, je m'étouffe. Oui, bah, qui s'étouffe. On Je va jouer crève, au j'arrive. jeu des notes. Le jeu des notes spécial film d'ouverture Cannes. Donc voilà, comme d'habitude, je vais prendre des films et je vais lui demander lequel des deux est le mieux noté. Et c'est que des films qui ont fait Je pense l'ouverture du festival Je de vais Cannes. en avoir vu 3. Eh bien, détrompe-toi. Ah ouais Le premier film d'ouverture, du coup, c'est en 72, pour anecdote. Donc, il n'y a pas toujours eu cette tradition du film d'ouverture. Et ce premier film, c'était L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Ok. Que je te demande, est-ce qu'il est mieux noté ou pas que Witness de Peter Weir. Donc, Witness, qui est un film avec Harrison Ford. Que t'as peut-être Witness, pas j'ai vu. aucune idée de ce que c'est, donc je veux dire l'aventure, c'est l'aventure. Ok, c'est un film sur Harrison Ford qui s'infiltre chez les Mormons pour protéger un témoin. Oh, ça Dans a l'air un bien. C'est Après, pas mal tiers. Après, j'aime pas Harrison Ford. Bon, les deux sont notés pareil, ils ont tous les deux 3,7. Ok. J'aime pas Harrison Ford. Et bien là, Voilà. tu vas me dire, Je vous le dis. oh, dis donc, ce film, qu'est-ce qu'il fait là? La valse des pantins ou Moonrise Kingdom. Donc de... C'est Moonrise Kingdom qui est plus haut. Eh bien pas du tout. On rappelle, hein, Ah, valse des putain, pantins, j'avais peur, hein. on a dédié un épisode à la valse des pantins. Voilà, que vous pouvez aller écouter. Ah oui, non, mais non, qui est la valse sympa. des pantins, c'est les notes Letterboxd. Oui, c'est les Ah oui, Turbots. non, mais oui, non, c'est autant pour moi. Il est à 4,2, Oui, oui, Moonrise oui. Kingdom est à 4. Voilà. Oui. Je pensais que c'était genre en mode les notes de ressenti de sortie, tu vois. Non. Oui, la valse des pantins, les non. notes Ouais, oui, aujourd'hui. dans la valse des pantins. Après, tu vas être largement surpris hein, de Grotesque. certains films qui ont fait l'ouverture et des notes. Hein. Alors après, j'ai mis Le Grand Bleu ou Basic Instinct. Donc Le Grand Bleu de Besson ou Putain. Basic Instinct de Verhoeven. Je savais pas que Basic Instinct, par exemple, avait fait l'ouverture de Cannes. C'est marrant. Tu vois. Je pense que c'est le Grand Bleu, hein. Parce que à chaque fois que j'entends des darons parler du Grand Bleu, c'est le film de leur vie, donc... Bah écoute, mon daron, c'est ça. bah, Hélas. Donc oui, Le Grand Bleu à 3,8 et Basic Instinct à 3,6. Donc on est quand même pas si loin. Putain, il est bas, Basic Instinct. Autre film de cette grosse merde de Luc Besson, Le Cinquième Élément ou R de Milos Forman. J'espère que c'est R, parce que le cinquième élément, j'aime pas. Voilà. Bah, pour moi, Le Cinquième Élément est une purge et malheureusement, il a noté 3,8 et R est noté 3,7. Je Donc pense ça que se c'est joue, pas une purge, mais c'est pas un bon film. Oh, c'est une purgeasse. En parlant de purge, alors Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Oh putain. Ça a Ouh. ouvert le festival de Cannes, ça. Ouais. Ouh. Après, dans la salle, il devait y avoir une ambiance. Hein. Oui, ça devait être quelque chose. Ou La Mauvaise Éducation de Pedro Almodovar. 2 salles, 2 ambiances. Ah bah putain. Moulin Rouge, c'est quand même un film qui a gagné des prix. Je crois qu'il a Je gagné pense que un c'est Oscar. Moulin Rouge parce que Moulin Rouge, il a un peu ce truc de film culte. Eh bien, écoute, c'est La Mauvaise Éducation qui a 4, mais Moulin Rouge a 3,8. Ouais, C'est voilà, quand tu même, vois. Parce que très Moulin élevé. Rouge, c'est pas bien, mais il a un truc culte pour les gens. Ouais, je pense que le film le plus culte de Baz Luhrmann, ça reste, quand ça s'appelle Roméo plus Juliette, mais ouais, Moulin Rouge, il y a un truc parce que les actrices, machin. Ouais, bah oui, et puis en plus, t'as la Ouais. chanson derrière et tout. Enfin, Tout à fait. il y a une aura derrière, quoi. Alors, je l'ai appelé celui-là le duel des Dobas. Da Vinci Code de Ron Howard contre Gatsby le Magnifique, toujours de Baz Luhrmann. Oh, c'est Gatsby le magnifique. Oui, Ah. mais pas de beaucoup. 3-2 Ouais. pour Da Vinci Code, 3-5 pour Gatsby. Ah, David Chicot, c'est pas bien. Bah, Gatsby, c'est pas ouf non plus. David Là- Chicot, oh, putain, tu sais que David Chicot pour. Oh oui, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. David Chicot, c'est l'ancien Interstellar. Mais n'importe quoi. Je t'assure que si. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens qui voyaient 3 films dans l'année, c'était en mode David Mais Chicot, non. c'est mon film préféré. Non, le Da Vinci Code, ça a été le Harry Potter des adultes. Tout le monde l'a lu. Non, c'est plutôt ça. C'est en mode, c'est le livre que tout le monde a lu à une époque. Ouais, mais pour moi, c'est l'ancien Interstellar. Genre, c'était le Mais film, genre, les n'importe- gens disaient que c'était mon film préféré. Mais n'importe quoi, personne n'a Si, dit si. ça. Mais mais Si, si. t'étais avec qui, toi? Si. Mais il est fou, personne Si, n'a si. jamais dit que c'était son film préféré. si Da Vinci Code a été votre film préféré, vous avez vécu ça, n'hésitez pas à le dire, mais j'ai jamais vu ça. Moi, de ma vie. je l'ai entendu trop de fois. Bon, le duel du cancel. Donc, Woody Allen contre. Woody Allen contre Woody Allen. Café Ah. Society contre Minuit à Paris. Ah.
Minuit à Paris, parce que Café Society, je vois pas ce que c'est. Alors Café Society a 3-1, mais qui est pas un si mauvais film, hein, je tiens à le dire. Et Minuit à Paris a 3-7. Moi j'aurais tendance à dire que Minuit à Paris est quand même un bon good vibe movie. Enfin, c'est parfait pour un film d'ouverture à Cannes, tu vois. Oui. Il a ce même truc un peu, voilà, comédie romantique d'époque. Et il y a Carla Bruni dedans, rappelons-le. Alors ensuite, nous avons Là-haut des studios Pixar, donc, qui a ouvert Cannes. Ah ouais. Et oui. C'est ça qui est marrant, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de films américains, gros blockbusters d'époque qui ont ouvert Cannes et aujourd'hui on se retrouve avec des plus petits films confidentiels. Donc voilà. C'est pas plus mal en soi. Face à Annette de Léos Carax. Ah. Ouais, Ouais, mais là-haut. Bah ouais, effectivement, Là-haut à 4, hein, Là-haut. quand Annette a 3-4. Là-haut, pareil, j'aime pas. Voilà, je dois le dire. Moi j'aime beaucoup le début, Je la suis fin, d'accord. mais le milieu sur l'île, pas tant. Le début, je pense, les 30 premières minutes, je suis dedans. Ouais. Après, le film m'emmerde à la mort. Ouais, je suis un peu d'accord. Puis t'as encore ce truc de ça repose sur un mensonge, un quiproquo et tout. Ouais, ça c'est saoule, vrai. voilà, c'est chiant. Et puis, j'aime pas les personnages du film à part le chien. Ouais, et je tiens juste à dire, Annette, c'est une grosse purge. Alors, le deuxième acte donc de Quentin Dupieux, qui est une purgeasse. Ça a ouvert Cannes, ça. Oui, ça a ouvert Cannes. J'espère que les gens ont chié sur la scène à la Attends, je fin. t'en supplie, crie pas parce qu'oublie pas que Pardon. t'es sur. Ouais, mais quand on ou parle sinon, du... c'est je te refile la piste et tu fais le montage. hein. quand on parle du second acte, ça m'énerve. Oui, ou Coupé de Michel Hazanavicius, donc c'est un remake d'un film japonais. Bah, j'espère que c'est Azanavicius. Hein. Eh bien, pas de beaucoup. Le deuxième acte a 3-1, ce qui est C'est beaucoup trop. ce qui est beaucoup Il trop vaut- parce qu'il il- devrait être à 0. Il vaut 1,5 à la rigueur, quoi. Et Coupé est à 3-4. Et- Tu sais pourquoi il est aussi bien noté? C'est parce qu'il y a des cons comme quelqu'un qu'on connaît qui met des 5 étoiles. Oui, il met des 5 étoiles à tous les films de Dupuis après. Voilà. Voilà, bon, bref, un amateur de haine. Et on finit par Partir un jour, qui était le film de l'an dernier, donc, auquel on a dédié un podcast également, ou The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Film avec Bill Murray, Adam Driver, il y avait tout un casting de fou. J'espère que c'est le Ginger Mouche parce que putain, partir un jour. Et c'était bien pas le Jim bien. Jarmusch à 2,6. Tandis que Partir un jour à 3,2. Eh oui. Partir un jour, je comprends pas. Hein. Vraiment. Ah, t'aimes pas le fun? C'était pas bien. Oui, mais c'est un film fun. Non. Et au final, moi j'en regarde un bon souvenir, c'est juste que il y a pas mal de choses négatives, mais bon, voilà. C'est-à-dire, ça fait une semaine que je cherche le nom de l'actrice De et la quoi chanteuse de Partir un jour. Juliette Armanet? Putain, tu sais que ça fait une semaine, je ne trouve plus son nom. Voilà. Ok, bah après une petite recherche Google, C'est tu travailles vrai. ta mémoire. C'est vrai, mais parce que. Mais moi ça m'arrive souvent, j'ai ce truc où, tu sais, je cherche un acteur, enfin, tu sais, un truc, je l'ai pas, je veux pas le chercher, et puis des fois, genre 2 jours après, je suis en mode Après, Dustin Hoffman. je cherchais pas parce que je m'en fous aussi un peu. C'est juste que quand j'y pensais, je savais plus qui elle était. Bon, et du coup, on va passer à la partie musicale, puisqu'on va parler du retour de celui que personne n'attendait peut-être, enfin, ou peu de gens attendaient. Moi, je l'attendais un petit peu. C'est le retour de Drake, enfin, qui est vraiment pas parti, puisque l'an dernier, il avait sorti une mixtape qui s'appelait Some Sexy Songs for You en duo avec Party Next Door, et qu'il a continué de nous abreuver de singles depuis le fameux clash avec Kendrick Lamar. C'est son retour en tant qu'artiste individuel, et il revient pas donc avec un ni deux, mais bien avec 3 albums. À la base, il y en avait qu'un qui était annoncé, s'appelle Iceman. Mais stupeur générale hier matin où tout le monde réalise que en plus il y a 2 albums, Made of Honor et Abipti. Ouais, je l'ai bien prononcé. Voilà, donc Drake qui revient après s'être fait lamentablement humilié, on peut le dire, par Kendrick Lamar, après avoir perdu un énième clash contre un mec plus fort que lui. Après, s'être fait afficher devant le monde entier. Il aime trop se faire tabasser, ce mec. Ouais, et c'était quand même un petit problème puisque Drake, quand même, c'était le rappeur numéro 1 commercialement, quoi qu'on en dise, pas forcément sur le talent, mais ce que je veux dire, c'est que Ah oui, mais par contre, il a perdu commercialement, un peu. Je pense qu'en termes de vente aujourd'hui, parce qu'il a tellement de hits, ça reste toujours le mec qui stream le plus. Par contre, je pense que quand on demande aux gens qui est le numéro 1, il y a plus grand monde qui dit Drake. Je pense qu'il a perdu en renommée. Il a perdu en renommée, Ouais. il a perdu en street cred, tout simplement. Ah bah ça. Ce qui est assez dommage, puisqu'on le rappelle, quand même, Drake, entre 2015 et le 2010, c'est peut-être une run de rap qui est légendaire, quoi. Ah bah, on Des- va en parler. Hein. Pour des- moi, il a un des plus grands albums de ces dernières années. dans le Pour rap. moi, il a un run de 3 albums, Take Care, Nothing Awesome, If You're Reading This, Too Late, genre c'est divin, quoi. Même les mixtapes avant. Et après, bon, ça se perd un peu. Il a des coups d'éclat de temps en temps, More Life. Quand il fait son album avec 21 Savage un peu house, tu vois, il a un petit coup, il fait quelque chose d'original. Et bon, là, il revient avec donc 3 albums. Toi, tu en as écouté que 2. Ah, Moi, j'ai écouté les flemme 3. d'écouter les 3 alors. On Tu rappelle, m'as ça dit il y a fait combien de morceaux? 40 Ça- morceaux 43 chansons, ce qui fait à peu près 2h40 d'album. je Déjà, crois. Iceman, il fait 1 heure. J'étais en mode, oh mon ref, je t'en supplie. Genre. Et vas-y, mais qu'est-ce que t'as pensé donc, du coup d'Iceman, toi? Alors,
j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai rencontré un problème plus global que juste l'album que j'ai écouté hier. Oui. C'est qu'en fait, c'était pas nul. Je me suis pas emmerdé ni rien, mais je m'en branle de ce que j'ai écouté. Genre, ça ne m'a rien fait. Parce que musicalement, je trouve qu'il y a rien, c'est pauvre. Mais j'ai trouvé ça aussi très très pauvre. C'est les instrus, il y a rien qui brille par rapport à d'autres instrus de l'album. Genre, t'as l'impression que c'est tout le temps les mêmes instrus avec des accords différents. Puis c'est surtout toujours le même truc. Il y a combien de beat switch de merde là, sur cet album? Ah putain, alors j'aimais bien ça à l'époque. De Travis Scott. Voilà, Ouais. parce que ça marchait bien et Cisco Mode et pour Non, mais moi. Cisco Mode, c'est... Quoi? Non, c'est Cisco Mode, mais tu sais, Cisco, c'est les Ah trucs... oui. C'est les trucs... Enfin, c'est les trucs de téléphone, Oui, ou oui. solutions internet. Cisco Mode, justement avec Drake, incroyable avec ce Oui. beat switch là. Excellent. Fou. Ouais. Là, il y en a 2 ou 3 dans l'album. Je suis en mode, oh, bon, bref, c'est bon, on arrête. Et surtout qu'il en faisait avant que Travis Scott, quoi. Ça fait Oui, oui. 15 ans que le beat switch Oui, s'est oui. fait, quoi. Et puis, même en fait, je crois que Drake, j'aimais bien l'énergie qu'il avait il y a longtemps. Tu l'as dit sur sa Sainte Trinité en mode. L'énergie de rookie, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et maintenant, en fait, on dirait que c'est un mec qui l'a tout eu. Et je comprends. Probablement. Hein, le mec. Probablement. Oui, voilà, tu vois. Le mec, il a fait des belles années. Et donc, du coup, je trouve que même dans sa façon de poser et tout, il est chiant. Il m'emmerde. Et là où Drake, je l'aimais bien, c'est que c'est pas qu'un rappeur, c'est qu'il a quand même une belle voix pour chanter, tu vois. Là, même les moments où il chante, et que c'est les moments que j'aime bien, parce que je suis en mode, ça diffère des rappeurs qui ne savent pas chanter. Là, je suis en mode, je m'en fous. Genre, vraiment, bon, après, moi, Drake, ça fait bien 5-6 ans que je suis plus dans le bateau, tu vois. Mais là, putain, c'est trop dommage. Et il y a quelques feats qui sauvent le truc. Le feat avec 21 Savage est vraiment bien. Celui avec Future est très cool. Molly, comment elle s'appelle? Molly Savage, non, c'est pas comme Molly ça. Savage, super révélation, je connaissais pas. Le feat avec Party Next Door, je suis déçu parce que j'aime trop Party Next Door et à chaque fois ça me fait chier. Après ils ont fait un album ensemble avant. Voilà, c'est pour ça. Mais parce que j'aime trop Party Next Door et à chaque fois qu'il y a un morceau qui pop de lui et qui est pas bien, je suis en mode putain, c'est chiant. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, le compte rendu, c'est je me suis dit, est-ce que c'est que Drake qui me fait chier? Ou est-ce que c'est le rap plus globalement qui me fait chier? Oh, je pense que c'est le rap. Hein. Et je pense que c'est le rap qui m'emmerde en ce moment. Il y a un peu de ça, et il y a aussi le fait que l'album, concrètement, je vais enchaîner, il est... Pour un album qui est censé être un blockbuster de retour, alors ouais, en plus. Du coup, je vais en parler parce qu'après j'ai écouté les deux autres et peut-être qu'il y a une justification, mais en gros, Iceman est quand même un album qui est très centré sur lui et le post-Kendrick. Ça hante l'album, quoi. D'ailleurs, enchaîne mon ref. Passe à autre chose, je t'en supplie. Ouais, passe à autre chose. C'est un album où... En fait, ce mec est traumatisé. Il s'est fait traumatiser. Mais c'est un album où il essaie de réinstaller une posture qui est celle de « Ok, tu m'as eu, mais globalement, je reste le numéro 1. Enfin, quoi qu'il arrive, je suis inatteignable. Tu peux pas me faire tomber. » Et c'est un album où on a le retour d'un Drake un peu triomphant qui veut toujours être le Drake de God's Plan, tu vois. Mais concrètement, il est même plus le Drake de Take Care, quoi. J'aime bien la phrase. Non, mais aujourd'hui, il est riche, il est au sommet du monde, mais c'est un loser. Tu vois, faut le dire. Et il y a une vidéo qui, pour moi, qu'il avait postée qui symbolise un peu ça. C'est qu'il avait une fois privatisé un casino et il jouait tout seul dans le casino. C'est un loser. Et il était tout seul à jouer aux machines à sous. C'est un loser riche. Non, c'était pas ça. Non, il avait privatisé un strip club et il jouait au casino sur son ordi tout seul dans un strip club vide. Et pour moi, Drake, c'est devenu ça. C'est devenu ce mec qui veut toujours être le gars de Take Care. C'est-à-dire le mec qui justement traînait dans les strip clubs parce que tu vois, il était beau gosse, mais tu vois, un peu loser et tout. Mais sauf qu'aujourd'hui, en fait, il peut plus être ça, tu vois. Parce qu'en fait, c'est juste un bouffon en faisant ça. Et c'est un album, Iceman est un album de bouffon. C'est un album, c'est vraiment, il y a des lignes de gros bouffons. Oui, putain. Vraiment, la truc en mode, ils se mesurent l'orbite, mais c'est en millimètres. Je suis en mode, frérot, tu as bientôt 40 ans, tu as un enfant. C'est ça le truc, c'est que mon rêve. En plus, on a vu ton bazouzou, vraiment, on reste modeste. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça faut le dire quand même. Drake, il a enchaîné Clash, photo de lui nu qui leak. Enfin, il a eu un run de 2 ans désastreux, quoi. Mais c'est le bouffon du roi maintenant. Non, mais c'est le bouffon du roi. Il a toujours eu ce côté un peu. Il choisissait d'être un maître, de se mettre en scène, d'être ridicule. Ça, oui. Mais là, il est ridicule. Mais il faisait volontairement. Oui. Là, maintenant, c'est plus volontaire. Là, il est ridicule malgré lui. Oui. Et il est ridicule dans ses textes. Mais même, tu vois, d'aller chercher Future et 21 pour dire... Vous voyez, Kendrick, il a dit « Je vais à Atlanta pour sucer le buzz. » En fait, ces mecs-là, ils sont toujours avec moi parce qu'ils m'aiment et tout. Mais c'est quand même un fait, tu vas à Atlanta pour sucer le buzz. Ou tous les trucs pour dire « Vous étiez où en 2023 quand j'étais le numéro 1 et que vous vouliez tous des feats avec moi ?» Je suis mais frérot, en fait, ce qui s'est passé est passé. Tu t'es fait éteindre, enfin. Passe à autre chose. C'est bon, c'est pas grave. Mais c'est surtout qu'il y a, je sais plus dans quel morceau c'est,
il repart sur des clashs sur Kendrick. Je suis en mode, mon Oui. ref, lâche le morceau. Et ce qui est Lâche extrêmement le dommage, steak. c'est que du coup, j'ai écouté les 2 autres albums. Alors, je tiens juste à dire que l'album, comment il s'appelle là, Habibti, est globalement un peu une purge, mais il reste assez intéressant parce que Drake, on va dire, tente quelque chose, mais je pense que c'est le moins bon des 3. Donc celui-là, passez votre chemin. Par contre, l'album Made of Honor, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de feats, il est beaucoup plus libre, il est très récréatif, il teste beaucoup de choses. Il y a beaucoup de prod très innovantes, beaucoup de feats. Bah, c'est peut-être celui-là que j'aurais dû Ouais, écouter. il Quoi. mélange plein d'univers, tu vois, il va chercher Popcan qui était signé à l'époque chez OVO qui fait donc du dance hall et c'est toujours super. T'as le feat avec Central C qui était sorti il y a 1 an qui est trop bien. Ouais, je pense que j'ai écouté le Ouais. feat avec Central Qui est C. trop bien. Il y a Sexy Red aussi qui l'emmène sur son univers. Cet album, il est super parce que là tu sens que c'est Iceman, c'est le cahier des charges du Drake qui veut faire son narratif, tu vois, qui arrive en mode voilà, je suis sur le retour et tout les gars, respectez-moi parce que finalement je suis le roi. Et ça, c'est un album de mec qui s'est amusé en studio et qui a fait de la musique en se lâchant. Et c'est peut-être pour ça qu'il a sorti ces 2 albums, parce que l'autre aussi, on sent il se lâche un peu plus, mais c'est juste moins sympa, tu vois. Tu sens que Iceman, c'était le cahier des charges, et les 2 autres, il les a sortis en mode regardez, prenez ça, c'est des trucs, ça rentrait pas dans ce que je voulais faire, mais j'en suis fier. Et surtout qu'en plus, Bon, et puis aussi, il a sorti 3 albums pour casser son deal avec voilà. son label, ça c'est une certitude. Mais il y a aussi le move de sortir 3 albums, ça divise tes streams, hein, vraiment. Je pense pas. Mais il y a plein de gens qui vont pas. Déjà, il y a les gens écoutent plus les albums, les gens écoutent des playlists. Oui, mais du coup, ça comment ça s'appelle, ça spread encore plus tes morceaux dans les playlists. Pas tant. En fait, ce qui va se passer, c'est que les 43 morceaux, va peut-être y en avoir 10 qui vont être sélectionnés, ce qui est beaucoup, qui vont être mis dans plein de playlists différentes. Parce qu'il y a des sons R&B, des sons dancehall. En fait, il y a plein de trucs, tu vois. Et donc, il va se retrouver, je pense, dans plein de playlists qui vont stream beaucoup. Des playlists, des entrées dans lesquelles il va sûrement payer avec son label pour y être, tu vois. Je pense qu'il est dans 7000 playlists de rap caviar, rap bidule, tu vois, qui stream. Et je comprends pas parce que pour moi, il y a aucun. Enfin, là, je parle que de Iceman. Il y a aucun son qui dénote l'un des autres. Mais je suis d'accord. Pour moi, quand j'écoute Iceman, je suis en mode. Oui, bon. J'ai écouté 1 heure du même beat, de la même structure, de la même façon de poser. Genre, Ouais. c'était même chiant au bout d'un moment. Genre, j'étais en mode là, ça devient long. Genre. Moi, il y a quand même des sons où, tu vois, il m'a un peu eu, mais c'était pas beaucoup parce que, tu sais, les sons sont toujours longs et en fait, le problème du rap, Le deuxième son de l'album, j'ai cru qu'il allait m'avoir. en fait, Drake ne rappe Et non. pas assez bien pour que ce soit sympa à écouter s'il a rien à raconter. Bah, c'est pour ça qu'il avait cet atout de savoir chanter et Exactement. de savoir poser sa voix. Bah, c'est pour ça que dans Nothing Was the Same ou Take Care, il est à son sommet, c'est parce qu'il est Exactement. capable de t'emmener vers un univers qui est très R&B. Bah, c'est pas pour rien que Take Care est en partie signé par The Weeknd, vu que The Weeknd lui a donné Oui. la moitié de son House of Balloons de l'époque pour faire Ah bah, Take Care, oui, tu vois. oui, oui. Et vraiment, Drake ne dénature pas sur des trucs prévus pour The Weeknd. The Weeknd a quand même une voix d'ange, on peut le dire, tu Ah vois. bah, Voilà. je respecte beaucoup la voix de Drake qui a une belle Non, voix. Drake là chante beaucoup The plus sous Weeknd. autotune que. Ouais, mais c'est pas si dérangeant, c'est juste que même ça, c'est devenu Ce que je veux chiant. dire quand il fait sur autotune, c'est vraiment juste par un effet de voix, tu vois, très spécial, mais Oui. il se met moins en avant. Bah, après, c'est toujours le même truc avec Drake. J'ai l'impression qu'à l'époque, Drake avait moins de mal à être vulnérable. Il avait moins de mal à se lâcher. Mais là, il s'est fait laver, c'est pas pareil. Oui, mais c'est surtout que depuis quand même pas mal de temps, Drake est passé de ce gars qui était quand même assez frêle, pas Ouais. très musclé. Tu vois, à l'époque où il a écrit Rihanna, il a un physique, le Oui. gars. Puis même, il a eu des polémiques aussi. Non, et puis après, il a voulu se devenir le Drake stock, le Drake gang, tu vois, Ouais, c'est le vrai. Drake stylé, tu vois. Et moi, je préfère le Drake un peu lâche, tu vois. Avant, c'était Kid Cudi et il a voulu devenir 50 Cent, quoi. Genre, C'est un peu ça. c'est- Non, mais oui. c'est vrai qu'on le dit souvent. Et après, il y a des moments, d'ailleurs, on en parle. Il y a des moments, je me suis dit, waouh, bro, tu te prends pour Kanye ou quoi? Genre, c'était. Putain, je me suis fait la réflexion plusieurs fois. Mm. Sauf que tu n'es pas Kanye. Non. Déjà, tu n'as Bah, pas après, le talent. Tu veux plus être Kanye aujourd'hui, mais. T'as plus envie de l'être, mais Oui. tu n'as pas son talent, genre. C'est ça. Bah, après, Drake, on l'a toujours dit, c'est vraiment. Drake, c'est un mélange entre Lil Wayne, Birdman, enfin tout ce qui était Cash Money de l'époque, Kid Cudi, Kanye, et voilà quoi. C'était une synthèse de tout ça quoi. Par contre, il y a un truc qui me rend fou. Et là, ça fait le 2e album de rap, et en plus qu'on chronique, où il y a ça. Pourquoi les voix overpitchées de meufs reviennent à la mode là, Ah, j'aime bien moi. C'est insupportable. On en a parlé avec Lolo Zuel. C'était ça. Oui, c'était Ouais, sur son le- album. ouais. Je trouve ça insupportable. Ah, mais moi, j'aime Pourquoi bien. ça revient à la mode cette merde là? Après, ça n'a jamais été à la mode chez Drake, ça a toujours été une marque de fabrique. Non, mais là, c'est la première fois que je l'entends autant en mode vraiment voix de petite overpitchée. C'est insupportable. Après, t'aimes pas les productions, par exemple, bah, on parle de Kanye quand il pitch les voix de Saul et tout, t'aimes pas ça? Si, mais Ah, parce ok. que c'est pas pareil. Ah, ok. Genre,
tu peux overpitcher une voix quand elle est chantée. Là, Oui. c'est vraiment juste en mode une femme qui parle. On Mhm. l'overpitch pour que ça fasse une voix aiguë et c'est insupportable. Moi, j'ai bien aimé quand c'est. Il y en a pas tant, mais c'est plutôt bien Et utilisé. il y en a 2 ou 3, mais je suis en mode pourquoi Et, ça revient à la mode ce truc. Tu verras sur l'autre album, donc Made of Honor, il joue avec pas mal de couches de voix souvent sur des samples et tout, et c'est sympa, tu vois. Au-delà du fait qu'il y a aussi des productions qui dénatureraient pas sur des albums de Playboi Carti. Ouais, Donc ok. ça c'est sympa, tu vois. Il y a des trucs qui cassent un peu le style attendu, tu vois, de Drake. Mais, Donc, mais Iceman, c'est vraiment la gangrène qu'il y a chez moi dans le fait que j'aime plus trop le rap en ce moment, c'est que... Après c'est pas ça le rap. Hein. Non mais je sais, mais tu vois, tu l'as très bien dit en parlant de Playboi Carti, c'est que t'as quand même encore des artistes qui me font vibrer quand je les Oui, écoute, tu puis vois. il y a aussi, on le rappelle, c'est juste que le rap est une musique jeune où il y a beaucoup de gens qui en font, donc il y a une Oui, oui. surabondance de Bah, c'est rappeurs, ça. et que plus tu vis, moins t'as de temps pour écouter les trucs, moins Oui. t'es curieux aussi, faut le dire. Oui, oui. Plus t'es fermé sur tes certitudes de ça c'est la musique, ça en est pas et tout, et donc c'est super dur de Ah faire non, mais rentrer bien des sûr. artistes dans son quotidien. Donc je pense qu'aussi au bout d'un moment faut lâcher le truc de se dire c'est pas qu'on aime plus le rap, c'est que on n'est plus dans le rap. Mais en fait, j'aime toujours autant ça, c'est juste que maintenant, je vais être beaucoup plus sélectif dans ce que je vais aimer écouter. Genre, par exemple, Playboi Carti, je sais que lui, voilà, Oui, tu vois. mais il sort rien. Mais parce qu'il y a une... Oui, bah, Mais malheureusement. oui, mais ce que je veux dire, oui, c'est Mais parce que qu'il y a une t'es- proposition oui, derrière, mais tu t'es vois. encore dans le truc d'avant. T'es pas dans le maintenant. Tu vois, ça se trouve dans le maintenant, il y a des mecs qui font du Playboi Carti, mais tu les connais pas parce que on fait pas cet effort. tu Ah vois. ouais, mais autant continuer d'écouter Playboi Carti, on s'en fout. Oui, mais ce que je veux dire, ça se trouve on passe à côté de trucs super. Après, moi, j'ai aussi un souci qui est plus global que de... Moi, c'est ce que je le dis rap. souvent. Ouais, dans le rap français, il y a rien. Puis après, je suis là, je suis en mode ah ouais, Untried, TH, nouveau Makala. Je suis en mode ouais, non, il y a des trucs de fou, tu vois. Mais moi, Genre, j'ai un vrai souci, mais ça, c'est plus large que le rap, c'est dans toute la musique globale. C'est que s'il y a un ou une artiste qui fait un truc que j'adore, si quelqu'un lui ressemble un peu, je serai en mode pourquoi j'écouterais le truc qui lui ressemble un peu Mm. alors que je peux écouter le vrai artiste. Et dans le rap, ça se fait beaucoup, ça. bah, du coup, écoutons tous Tupac et Biggie. Écoutons tous Rakim, vu que tout le monde rappe comme Rakim depuis. Mais non, parce que tu vois, moi, Tupac, je m'en fous un peu. Oui. Biggie, Non, mais ce que je veux dire, en Biggie fait, moins, tu vois. si on est comme ça, on écoute tous Rakim et on écoute tous Kool enfin pardon, Sugar and Gang, tu vois, les trucs Oui, comme ça, oui, et on écoute plus de mais- rap, tu vois. Non, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses différentes Pourquoi après. écouter de la musique quand les Beatles existent, tu vois, je te dirais. Vu que Bah, tout le parce monde que a... les Beatles, pas ouf, mais... Ouais, mais malheureusement, tout ce qui découle dans la musique, c'est quasi. Oui, mais les Beatles, tu vois. découler et ressembler, ça n'a rien à voir. Ah, ok, d'accord. Là, je parle vraiment en mode... Bah, tu vois, le dernier album de Sabrina Carpenter, je trouve elle fait trop des trucs qui ressemblent à plein d'autres artistes que j'adore et je suis en mode pourquoi j'écouterais ça. Oui, Et non, parce qu'en ça, plus, ça, cet album, dur. c'est de la soupe. Mm. Mais bon, ça, c'est pas grave. Tout à fait. C'est autre chose. Bon, bah en tout cas, c'était notre avis donc sur Iceman, Habibti et Made of Honor, les 3 albums de Drake qui sont sortis hier. Nous, on vous recommande d'écouter Iceman si vous avez envie de vous faire votre propre avis. Et Bizarre, sinon, Ice en 2026. hein. écoutez Made of Honor, qui est quand même un super album surprenant. Moi, j'ai pas un super album, je me suis un peu Intéressant. enflammé. Mais c'est un album qui surprend quand tu vois ce qu'il fait à côté sur les 2 autres. Où tu te dis, bon, en fait, Drake est peut-être encore capable d'avoir des envolées, des grâces et tout. C'est juste que faut aller le chercher. Et c'est quand il a pas envie de se prendre au sérieux, quand il a envie de break un label, un deal de label, et quand il sort 3 albums. Donc il y a beaucoup de conditions à réunir. C'est chiant. C'est chiant. Moi, je dirais juste, Drake, lâche ça, amuse-toi. De toute façon, t'es riche pour l'éternité. T'as plus besoin d'être numéro 1. Passe à autre chose, tu t'es fait laver, c'est pas Non, grave, mon grand. T'as plus besoin de cette position. Lâche-la. Oui. Fais de la musique. Sors ce qui te fait plaisir. Et puis à un moment ou un autre, si la musique est bonne, le public reviendra tout simplement. Parce que globalement, t'as tué personne. Non, mais c'est ça. Pour l'instant. Tu t'es juste fait humilier. Ah, ça Ça arrive à d'autres. Voilà. Passe à autre chose. arrive à plein d'autres. Il y a- Autant, peut-être pas, mais Voilà. c'est arrivé. Tu t'es fait humilier. T'as pas perdu de procès. T'as tué personne. Ah, il a perdu un procès. hein. Oui, mais pas pour, non, mais pas pour un truc Oui, qu'il a fait. oui, Tu oui. vois, ce que je veux dire, c'est que genre, Oui, il a incriminé de pas grand chose. Donc en soi, il est pas cancellable. oui. Oui. Juste accepte le fait que t'as été le bouffon du roi pendant 3-4 ans et passe à autre chose. Voilà. Bon, bref. En tout cas, c'était l'After Hour qui est fini. On vous remercie toutes et tous de l'avoir écouté. On rappelle que si vous voulez nous soutenir, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod sur TikTok et Instagram. Vous pouvez également liker ce podcast sur les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify. Vous abonner également au YouTube, mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, tout ça, ça régale, ça permet de soutenir un podcast qui est gratuit, qui est déficitaire, qui a perdu et qui a un son de merde aujourd'hui. Ce qui Bah, n'a... ça, on sait pas, on verra bien. Oh, je vois les courbes sonores depuis tout à l'heure. Je suis très très inquiet de ce que vous allez entendre, mais on va essayer de se renseigner sur pourquoi on a perdu nos presets si précieux que nous avions. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine où je crois qu'on va commencer à entamer les films de Cannes, tout simplement. Déjà Et il y en a beaucoup qui sortent en direct, donc voilà, on va voir, mais on va se faire une sélection un petit peu. Il va y avoir beaucoup de Cannes qui vont rythmer ces prochaines semaines.
Il y aura le Spielberg aussi à la fin du mois. Enfin, voilà, plein de belles choses qui arrivent. On va avoir un bel été de cinéma de ce que j'ai vu en perspective. Putain, j'ai pas du tout regardé les sorties. Ouais, bah lui, il est toi, au jour le jour, toi. Non, pas tant que ça, mais là, j'ai pas regardé. Mais en attendant, bah, on vous dit quoi? On dit des bisous. Salut!